Retour à question d'actualité sur les ondes de Radio VM en compagnie de Jean-Philippe Trottier. Nos sociétés, je vous apprends rien, nos sociétés connaissent des bouleversements qui vont s'accélérant. Par exemple, aménagement de la fin de vie, défi d'intégration des cultures diverses, respect effectif des religions, etc. J'en passe. Comment, dans ces conditions, repenser les bases de nos appartenances à la cité et une juste appréciation de l'expression de nos libertés? À ce sujet, Mathieu Bock-Côté donnera une conférence ce samedi 11 juin dans le cadre d'un colloque de 3 jours organisé par l'Institut Jean-Paul Desbiens au Cégep de Sainte-Foy. Il nous fait part de ses réflexions sur l'enracinement et la liberté. Mathieu, bonjour. Bonjour. On parle d'un colloque, c'est pas ce premier colloque, il a commencé en 2003, je pense, oui, non? C'est la série de colloques une cité pour l'homme qui est organisée par Louis-André Richard, qui est un philosophe, qui est professeur au Cégep de Sainte-Foy, et qui est vraiment un animateur de la vie intellectuelle assez remarquable, faut-il le dire, qui a le souci, en fait, d'amener des gens qui dans son esprit devraient dialoguer, dans son esprit devraient discuter publiquement ensemble, et les rassemble autour des grandes questions qui, d'une manière ou de l'autre, aujourd'hui, alimentent la vie de la cité, avec une attention particulière, peut-être, pour ce qu'on appellera la question anthropologique. On le verra dans l'importance, dans le cadre du colloque, accordé à la question des soins de fin de vie. Oui, donc on parle c'est un lieu de réflexion politique, intergénérationnel, non partisan, c'est important à dire, et en plus, c'est intéressant parce que des étudiants sont invités là-dedans. Vous êtes conférencier, vous n'êtes plus étudiant, Mathieu, mais il y a aussi un concours de rédaction pour les jeunes et ensuite une parution des actes du colloque. Si on fait un peu l'historique des thèmes, j'ai pioché un peu là-dedans. En 2005, il y avait guerre et religion. En 2006, démocratie et loi, c'est intéressant. Science et religion, nation et identité, la cité et les arts, vertu et corruption. Donc, on parle de plusieurs partenaires là-dedans aussi. J'ai participé à certains d'entre eux. Déjà, oui. Celui de nation et liberté ou nation et identité, puis aussi celui de la corruption dans la cité. Et c'est toujours assez remarquable, ne serait-ce que la qualité des intervenants, la qualité des questions. Vous savez, je ne suis pas de ceux qui disent que la chose la plus intéressante dans une conférence, c'est la période de questions. La plupart du temps, c'est faux. Mais il arrive... C'est le goûter, c'est ça? Mais ça, c'est toujours fondamental. Ne vous présentez jamais une conférence où on vous offre pas le repas. Mais cela dit, c'est dans le cadre de ce colloque, la qualité des intervenants, la qualité des questions qui sont posées sur un public à la fois d'étudiants, mais de bons étudiants, de profs de philo. Ça fait en sorte que c'est un petit rendez-vous intellectuel qu'il ne faut pas manquer. C'est à Québec et je me permets vraiment d'inviter les gens à y participer. Il y aura notamment parmi les conférenciers Pierre Manant, Pierre Manant qui n'est quand même pas c'est pas le dernier quartier de citron, j'allais dire. C'est une figure intellectuelle majeure de la philosophie politique contemporaine qui a publié un très beau petit livre récemment, Situation de la France, où il cherche à penser la France à la lumière à la fois de l'immigration massive, de l'islam et de la laïcité et de son héritage chrétien. Il cherche à travers tout ça à penser à nous offrir la question de la France. Juste pour finir, il y a des partenaires intéressants. C'était d'abord le Collège La Flèche de Trois-Rivières, le Cégep de Sainte-Foy, j'ai déjà dit, et il y a d'autres, maintenant le Cégep régional de Lanaudière, l'Université du Québec à Trois-Rivières, le Cégep de Trois-Rivières et l'Institut Jean-Paul Desbiens, qui est le frère Untel, qui a 56 ans, je pense, sortait les insolences du frère Untel. Et il y a aujourd'hui 10 ans, enfin, en 2016, 10 ans qu'il est décédé. Et à qui Louis-André Richard, soit dit en passant, a consacré une collection enfin, il a publié plusieurs de ses textes. Il lui a consacré une petite introduction et ainsi de suite. Donc, c'est Louis-André Richard, l'organisateur de ces colloques, travaille à faire vivre la mémoire du frère Untel et dans un Québec qui a tendance... Il y a quelques-unes de ces figures issues de la Révolution tranquille qu'on aurait avantage à faire revivre, je crois. Je pense... à André Laurando, je pense au frère Untel, bien évidemment. On pourrait penser aussi à Guy Frégault. Donc, il y a de ces grands artisans du Québec moderne qui sont, en fait, qui participent aux deux Québec, en fait. Au Québec d'avant et au Québec d'après, et qui ont fait la synthèse. Et de ce point de vue, la figure du frère Untel, ne serait-ce à cause de la rigueur qui était la sienne, hein, c'est-à-dire dans le rapport à la culture, dans notre rapport à la langue, je pense que la figure du frère Untel, c'est une de ces figures qui permet de faire le pont entre l'ancien Québec et le nouveau Québec. Ce samedi 11 juin, donc au Cégep de Sainte-Foy, dans le cadre du colloque de l'Institut Jean-Paul Desbiens, Mathieu Bock-Côté, vous prononcez une conférence. Le titre est absolument alléchant. Enracinement et liberté. Pour moi, quand je vois ça, je me dis, bon, il se contredit complètement, parce que quand on est enraciné, on n'est pas libre, et quand on est libre, on n'est pas enraciné. Eh bien non, justement. C'est-à-dire, je crois que le thème de cette conférence, c'est justement de voir de quelle manière la cité peut faire droit à des besoins spirituels, des besoins
existentiels, des besoins humains en fait, qui sont peut-être contradictoires, mais qui sont également nécessaires. Et nous avons tendance aujourd'hui, et par souci de cohérence quelquefois, à vouloir suivre le chemin d'une seule logique. Donc on dirait on suivra la logique de la liberté, c'est la logique libérale. On va suivre la logique de l'égalité, c'est le socialisme ou le néo-socialisme. Et moi j'ai tendance à croire, avec d'autres, que c'est l'être humain est un être qui se définit au carrefour de ses contradictions. Il y a inévitablement, c'est un être de tension, et il faut à la fois dans une cité, dans une communauté politique, à la fois reconnaître le pôle de l'enracinement, qui est le pôle de l'appartenance, qui est le pôle de l'être humain qui s'inscrit dans une continuité d'histoire, et le pôle de liberté, qui est quand même l'acquis fondamental de la modernité libérale. Et il faut trouver, sans jamais trouver de point définitif d'accord, il faut trouver quelque chose comme non pas un point d'équilibre, mais un point de rencontre entre ces deux notions. Est-ce que la liberté, Mathieu Bock-Côté, n'est pas en elle-même naturellement ingrate quand elle se prend pour l'origine de tout? Ouais. La liberté, en fait, dépend d'un cadre qui lui donne existence. Vous avez tout à fait raison, et voilà pourquoi il faut rappeler à la liberté qu'elle est fondamentale, mais qu'elle n'est pas seule. Qu'il y a d'autres principes qui sont en droit de se faire valoir dans la cité. Égaux ou à des niveaux ontologiques différents? Ça dépend ce qu'on a. Je pense même dans la constitution de la cité, de manière tout à fait... je dirais tout à fait politique. Il y a la liberté est un principe fondamental sans aucun doute, mais laissée à elle-même, alors je dirais détacher d'autres considérations qui correspondent à la nécessaire formation de la communauté politique, la nécessité d'organiser la décision dans la cité, la nécessité aussi d'alimenter cette liberté. Je pense que si la liberté leur laissée à elle-même peut dégénérer en fantasme d'auto-engendrement. Tout comme, je dirais, la quête légitime d'égalité peut dégénérer en égalitarisme. Alors, le sens de cette conférence, c'est de trouver comme je dis, non pas un point de rencontre idéal, ça n'existe pas, mais de penser la tension entre liberté et enracinement pour voir de quelle manière renouveler la question de la communauté politique. Vous parlez de la cité, Mathieu Bock-Côté. Dans l'histoire humaine, et je ne parle pas que de l'Occident, la cité a revêtu différents aspects. Très juste. La cité grecque, indexée en général à un dieu, une personne, etc., donc qui lui donnait vie, ça c'est une entité organique vivante, et indexée, accrochée à une transcendance, n'est-ce pas? Il y a la cité des républiques italiennes du 15e, 16e siècle, dont parle Machiavel, etc. Il y a aussi la cité chinoise qui est, ça c'est pas vraiment notre spécialité, mais c'est quand même un tout organique qui est le reflet du ciel. Une cité avec une dimension cosmique. Tout à fait. Alors là, déjà, la racine, on ne parle plus de racine historique, on parle de racine, si j'ose dire, ontologique, transcendantale, divine, chrétienne pour nous occidentaux en général, ou judéo-chrétienne si vous voulez. Il y a cité et cité en un sens. Oui, en fait, il y a... Le mirage moderne, c'est, vous me pardonnerez cette formule un peu technique, c'est ce que j'appellerais l'artificialisme radical. Je m'explique. C'est-à-dire qu'on s'imagine que la cité est une construction purement artificielle, comme si elle avait été construite sur plan, comme s'il n'y avait pas une part organique en elle, comme si elle était simplement un construit social potentiellement arbitraire qu'on peut déconstruire et reconstruire à loisir. C'est comme si elle n'était pas aussi l'œuvre de la durée. Il y a deux penseurs. Il y a Platon qui dirait que, il y a le philosophe qui conçoit sa cité comme dans la République. C'est de sa tête et c'est une utopie, en fait, qui peut donner les pires totalitarismes. À qui répond Aristote. Exactement. Et qui, on le sait dans la grande enquête d'Aristote pour comprendre la constitution, la politique, qu'est-ce qu'il fait, Aristote? Donc, qu'est-ce qu'une constitution, il se demande? Mais il envoie vérifier, il envoie des enquêteurs, pour le dire ainsi, des analystes, on dirait dans le vocabulaire d'aujourd'hui, voir c'est quoi les différentes constitutions, en prenant note tout simplement de la diversité humaine. Et je crois que cette notion de diversité humaine, elle est fondamentale aujourd'hui, pour plusieurs raisons. L'une d'entre elles, c'est que si nous ne la comprenons pas, nous arrivons avec quelquefois une théorie de la liberté politique qui est terriblement atrophiée. Mon exemple, ça peut être 2003-2004, la guerre d'Irak. On a l'impression qu'il suffit de jeter par terre un régime qui était par ailleurs odieux, le régime de Saddam Hussein, pour en construire un nouveau qui ferait pousser quelque part au Moyen-Orient un petit New Jersey. C'est-à-dire une démocratie libérale, l'économie de marché, un peu de justice sociale. Là, les institutions allaient faire pousser quelque chose comme une nouvelle société. Eh bien, on avait oublié que
selon qu'on pose des institutions démocratiques ou libérales sur telle ou telle société ou telle culture, elles ne donneront pas le même résultat. Donc, il y a cette dimension-là. Et pour nos sociétés en Occident, par ailleurs, une chose qu'on doit rappeler, c'est qu'on a tendance à vouloir dissoudre non seulement la cité, mais même le réel dans les droits. Je suis fasciné de voir à quel point la logique des droits est en train de tout avaler, de tout manger, de tout dévorer. Et il n'est plus possible de penser la cité si on ne la pense que sous le signe de l'extension des droits. Il nous faut redécouvrir ce qu'on appellerait sa part sacrée. Sa part sacrée, c'est-à-dire, je dirais, elle est indéfinissable et nécessaire, parce qu'il n'y a pas un sacré objectif dans des sociétés libérales, et pourtant nous savons que si une cité ou une communauté politique ne croit pas avoir une part sacrée, ne croit pas avoir quelque chose de fondamental qui mérite d'être défendu, eh bien, elle risque de s'écrouler à la moindre secousse historique. Quelle est cette part sacrée dans les sociétés occidentales? Je crois que c'est ce qu'on cherche à nommer bien imparfaitement à travers la notion de culture ou d'identité. Mais là encore, on aplatit un peu les choses. Le sacré, quand il devient purement culturel, perd un coefficient de transcendance. Ça, vous dites quelque chose de fondamental ici, je crois, c'est-à-dire, encore une fois d'ailleurs, quel animateur. Je suis presque chroniqueur moi-même. Je me chronique, si vous voulez. Mais j'ai bien noté. Vous êtes philosophe, en fait. Alors, cuisinier, philosophe. Continuons. Alors, je dirais, le problème particulier ici, c'est que nous sommes dans un monde où même ceux qui tiennent souvent l'héritage catholique, dans notre cas, aux chrétiens, ne croient plus. Donc, nous avons un rapport culturel, non plus cultuel, si vous me permettez la distinction, à la fois. Donc, nous tenons quelquefois aux effets du sacré sans croire à la source du sacré. Eh bien, de ce point de vue, je pense que on pourrait dire même c'est le paradoxe des conservateurs. Hein, quelquefois, la figure du conservateur qui ne croit pas, puis j'en suis un peu l'image de ce point de vue, il aime bien l'œuvre de la civilisation chrétienne, mais il ne croit pas à son principe. Bon, alors de ce point de vue, lorsqu'on pense à la cité, nous sommes aujourd'hui dans cette situation paradoxale. Nous espérons qu'il y a un sacré, mais ce sacré, nous savons qu'il est en concurrence avec d'autres sacrés. Donc, nous le relativisons immédiatement. Et ça crée des problèmes. Et là, vous faites un jeu de mots. Mais cela dit, donc voilà pourquoi je crois qu'on peut... La réponse à cela, c'est pas une réponse définitive, mais c'est une réponse, je crois, nécessaire. C'est le passage par la culture. Qu'est-ce que c'est la culture? C'est une expérience humaine, qui s'est nouée au fil de l'histoire et qui témoigne d'une certaine manière d'être au monde. Et même si cette manière d'être au monde ne donne pas une réponse aux fins dernières, à tout le moins l'ultime réponse à la question des fins dernières, si elle ne donne pas une réponse achevée aux questions spirituelles, il n'en demeure pas moins que cette culture, cette expérience du monde, cette histoire mérite d'être conservée pour elle-même. C'est l'expérience de la durée. C'est l'expérience pour l'homme de savoir qu'il ne naît pas dans un monde vide. Hein, il n'est pas simplement il est de passage dans un monde qui le précède et qui lui survivra. De ce point de vue, la notion de culture et de civilisation nous permet d'alimenter d'une part substantielle la cité. Mathieu, vous tournez toujours un petit peu autour du pot sur une question principale. Vous hésitez tout le temps entre le chronologique et l'ontologique. Non, mais vous êtes un héritier tout le temps dans la chronologie, la culture, l'anthropologie, etc. Mais on sent chez vous un frémissement ontologique qui ne se nomme pas. Je pense à saint Augustin qui a écrit La Cité de Dieu, où il essaie d'articuler la cité de l'homme et la cité de Dieu, ce qui est en fait votre propos. Tout en ne l'appelant pas Dieu. C'est ça, là, vous êtes toujours en train de faire... Oui, mais en fait, la question que vous posez est fondamentale. Je me rappelle, je faisais une conférence une fois à l'Université Laval, puis on me disait... Qu'est-ce qui caractérise le conservatisme? Puis je dirais, d'une certaine manière, c'est une adhésion à la modernité tout en faisant l'expérience du manque ou de la perte. Nous entrons dans la modernité et nous savons qu'il y manque quelque chose. Et ce qui manque à la modernité, nous avons l'impression de l'avoir perdu. Bon, alors là, on me pose la question, mais qu'est-ce que c'est? Et là, je réponds, mais voilà le problème, c'est que ce n'est plus un héritage absolument définissable. Nous n'avons pas la réponse des traditionalistes qui consiste à dire c'est Dieu, c'est la royauté sociale du Christ, j'en sais rien. Notre réponse, c'est nous savons qu'une part est manquante à la modernité, mais nous cherchons à le définir, mais nous ne savons jamais une fois pour toutes c'est quoi. De ce point de vue, le conservatisme, tel que je l'entends comme philosophie politique, est une méditation sans cesse reprise sur le caractère inachevé et inachevable de la modernité. Je veux bien, mais ça risque de sombrer comme un disque rayé, dans une répétition du manque, et la lamentation du manque, la lamentation de la lamentation du manque, la complaisance dans la lamentation de la lamentation du manque. Voilà pourquoi je comprends très bien, je pense que
c'est le risque, le piège d'un certain conservatisme, mais voilà pourquoi je répondrais à cela qu'une ressaisie d'une culture particulière et d'une civilisation particulière. Donc, on cesse de théoriser sur l'héritage et on nomme l'héritage et on approfondit l'héritage et on s'approprie l'héritage. Mais avec quel ferment? Ah ben bon, alors là, il y en a, ils sont nombreux. Je reviens toujours avec la même question sous d'autres formes. Oui, Mathieu, je vais remarquer. Ben, je vais vous donner un exemple. Bérénice Levet, philosophe française, a écrit un très beau livre, Le musée imaginaire de Hannah Arendt. J'espère ne pas me tromper sur le titre. Et donc, à travers ça, c'est une méditation sur comment les œuvres de culture contribuent justement à féconder l'esprit d'une civilisation. Donc, elle ne se contente pas de dire héritage, elle nomme cet héritage, elle approfondit cet héritage, elle le documente. Elle lui donne un testament, quoi. Oui, cette formule, en fait, René Char. oui, René Char, justement, on pourrait dire, elle la transforme. Je pense que ce qu'il nous faut aujourd'hui, parce qu'évidemment, nous avons des mots repères, identité, culture, civilisation. Probablement qu'une étape importante sera de nommer cet héritage pour qu'on puisse se l'approprier, ce qui nous fait aboutir inévitablement à la question de l'éducation. La question de l'héritage, elle se pose concrètement quand vient le temps de savoir qu'est-ce qu'on transmet. Je constate qu'au Québec, on ne le sait plus. Et on demande à l'éducation de transformer les enfants dans une perspective déculturée, souvent. Bon, alors de ce point de vue, je pense qu'une philosophie politique qui cherche à penser à la fois la cité et la culture et l'éducation et la culture, ça consiste à méditer sur cet héritage à transmettre inévitablement. Mathieu, tout cela, vous allez raconter cela de façon magistrale ce samedi 11 juin dans un colloque de 3 jours organisé par l'Institut Jean-Paul Desbiens au Cégep de Sainte-Foy. C'est idiot, j'ai pas le site internet. Vous avez qu'à taper Institut Jean-Paul Desbiens. Vous marquez une cité pour l'homme, colloque sur internet, puis ça va apparaître, ça va être le premier lien. Merveilleux. Je vous quitte sur une citation de Pic de la Mirandole, très noble mais qui aboutit à tout ce que vous racontez. Je ne t'ai donné ni visage, ni place qui te soit propre, ni aucun don, ça c'est Dieu qui parle à l'homme, qui vient de créer. Je ne t'ai donné ni visage, ni place qui te soit propre, ni aucun don qui te soit particulier, ô Adam, afin que ton visage, ta place et tes dons, tu les veuilles, les conquières et les possèdes par toi-même. C'était au 15e, 16e siècle, et voilà où on en est maintenant. C'est un raccourci un peu... D'une certaine manière, tout a déjà brutal, été dit, voilà le problème. Ça ne nous empêchera pas de le redire. Ce samedi 11, à quelle heure d'ailleurs? 10h45, en fait, hein? le colloque commence vendredi. Moi, ma conférence est le samedi à 10h45, après celle de Pierre Manant. Merci beaucoup Mathieu Bocoté, bonne conférence, Au grand plaisir. à la prochaine fois.